Depuis 2 mois, les vampires sont les nouveaux princes charmants du cinéma. Le teint blafard et les canines acérées, voilà le secret pour faire succomber les héroïnes. Si je n'étais pas le héros, si j'étais le méchant. En 2009, Dracula s'appelle Édouard et son histoire d'amour impossible avec la ravissante Bella fait chavirer toutes les adolescentes qui ne rêvent que d'une chose, se faire mordre par ce nouveau Roméo aux dents pointues. En quelques mois, la saga Twilight est devenue un phénomène mondial. En librairie, c'est plus de 42 millions de livres vendus. Et en France, le premier chapitre sur grand écran a fait rêver près de 3 millions de fans. Les vieux vampires qui vous empêchaient de dormir ont disparu. Depuis une dizaine d'années, les sex-symboles d'Hollywood ont pris le relais et incarnent ces princes de la nuit. Les fans, elles, n'ont plus peur du loup depuis qu'elles craquent sur ces créatures au sang-froid. Malheureusement, dans la réalité, les vampires existent bel et bien. La réalité des crimes des vampires va encore beaucoup plus loin que ce que peut nous montrer la fiction au travers des romans et du cinéma. Et ceux que l'on prenait à tort pour des héros se révèlent être de véritables monstres. Été 79, Sacramento aux États-Unis. Richard Chase sème la terreur dans la capitale californienne. Ce schizophrène, plusieurs fois interné, massacre 6 personnes, dont un enfant, pour se nourrir de leur sang. Il se fabriquait une mixture absolument abominable à partir des viscères recueillis de ses victimes qu'il recueillait avec un pot de yaourt, du sang, qu'il mélangeait dans un mixeur. Il se nourrissait ainsi. Et il y a véritablement une panique qui s'empare de la ville. Chase est condamné à mort. Il se suicidera dans sa cellule en 1980. Mais le vampire le plus connu de l'histoire judiciaire américaine s'appelle Rod Ferrell, celui que les médias ont également appelé le vampire du Kentucky. Ferrell n'a que 14 ans lorsqu'il crée une secte, le clan des vampires. L'adolescent à l'enfance difficile aime s'entourer d'adeptes de son âge, dont il boit le sang lors de messes noires. Rod Ferrell, qui a été victime d'abus sexuels dans son enfance, vit dans une sorte de monde fantasmatique où il désire prendre sa revanche sur la société et devenir en quelque sorte Dieu tout-puissant parmi ses adolescents, et il les manipule de façon consciente. Mais pour le très jeune vampire du Kentucky, il lui en faut plus. Pour atteindre l'immortalité, il lui faut commettre un crime. Il va donc massacrer froidement les parents d'une de ses adeptes. Plus tard, face aux policiers qui l'interrogent, Ferrell s'amuse à décrire les meurtres avec force détail. Des aveux à glacer le sang. Et à la fin, il va graver sur la chair de la poitrine du père un V comme vampire avec un mégot de cigarette. Rod Ferrell sera le plus jeune condamné à mort dans l'État de Floride. Sa peine sera toutefois commue en perpétuité du fait de son jeune âge. Stéphane Bourgoin l'a rencontré en prison il y a quelques mois. Il a été confronté à un jeune homme cynique et malheureusement parfaitement lucide face aux atrocités qu'il a commises. I mean, it's really simple. It's either you do or you don't. It's not some big, complex struggle like they would show in a movie or something. It is rather simple. It's do I want to? Don't I want to? Do I care of the consequence or not? Il est en quelque sorte encouragé par de nombreuses lettres qu'il reçoit d'admirateurs, puisqu'il me dit qu'il reçoit à peu près entre 5 et 15 courriers par jour du monde entier. Et il m'a indiqué tout à fait clairement qu'un de ses adeptes favoris, un de ses correspondants, était établi à Paris et lui proposait de l'héberger si jamais il était relâché un jour. Une liberté qu'il ne se verra jamais accorder. Rod Ferrell n'est pas un vampire de cinéma. Il finira ses jours entre les murs de la prison. Diamants, saphirs, rubis, émeraudes, des pierres magnifiques qui fascinent, mais qui se révèlent aussi parfois dangereuses. Il y a plein de phénomènes qui se produisent dans les pierres. Vous savez, certaines pierres ont des pouvoirs maléfiques. Des pouvoirs occultes que l'on retrouve aussi dans des bijoux plus ordinaires,
glissés au fond d'un tiroir. Pour moi, c'est une malédiction. Alors quelles sont ces précieuses parures qui ont fait le malheur de leur propriétaire? Enquête sur des bijoux maudits. Les pierres n'ont aucun secret pour Patrick Voileau. Depuis 30 ans, ce gémologue parcourt le monde à la découverte des plus beaux spécimens. Et les histoires étranges de bijoux porte-malheur ne le surprennent plus. Je suis toujours très sceptique sur le fait de porter des bijoux dont on ne sait pas d'où ils viennent. Parce qu'ils ont forcément vécu des choses. Ils ont été offerts pour certaines raisons. Ils ont côtoyé la vie d'une personne pendant des années. Et des choses bien, des choses mal. Bon, est-ce qu'ils sont capables d'emmagasiner ces choses bien et ces choses mal ? Il m'est impossible de le dire. Mais il y a une chose certaine, c'est que certains bijoux peuvent être très négatifs sur certaines personnes. Et l'histoire est jalonnée de ces merveilles maléfiques. Étrangement, ce sont souvent les pièces les plus belles et les plus rares qui sont à l'origine des pires tragédies. À l'image du Koh-i-Noor, trésor de la monarchie anglaise. Même la reine Victoria a fait marquer dans son testament qu'il est interdit aux hommes de le porter, parce que tous les hommes qui l'ont eu sont morts de mort violente. Et qu'il devra rester dans le trésor royal et qu'il devra être porté par les femmes. D'ailleurs, aujourd'hui, il est sur la couronne de la reine-mère. Pourtant, les malédictions ne frappent pas que les joyaux de la couronne. Noël en a fait la mère expérience. Il y a 20 ans, lorsque son mari lui offre ses colliers, elle ignore que sa vie va peu à peu virer au cauchemar. Ça commence à chauffer. Je me sens mal, là. Déjà là, quand je les tiens dans les mains, c'est... Je vais les reposer. Vous vous sentez mal? Oui, je me sens mal. Qu'est-ce que ça vous fait? Ça me picote. Rien qu'à les toucher? Oui. Je me sentais très mal. Des nausées, des vertiges, et puis cet effet de chaleur qui augmentait sur la journée. Outre les brûlures, les jours où elle porte ses fameux colliers, les catastrophes s'enchaînent. Accrochage en voiture, problèmes financiers, difficultés professionnelles, le sort semble s'acharner. Les bijoux qui me porteraient malheur, c'est vrai qu'au début, c'est un peu flou. Et puis après, on se rend compte qu'il y a quand même une malédiction dessus parce qu'il y a certaines choses qui arrivent et puis certains phénomènes qui sont là. Des phénomènes étranges dont Noël n'est pas l'unique victime. Depuis 40 ans, un diamant inestimable dort dans un musée de Washington. Cette pierre sublime aurait provoqué la mort de plusieurs de ses propriétaires. Elle décime la famille Hope, des banquiers anglais. Totalement ruiné, le dernier descendant la revend à un magnat de la finance, Ned McLean, pour une bouchée de pain. Lui non plus n'échappera pas à un tragique destin. Madame McLean, elle, était contente d'avoir le diamant. Elle disait qu'il lui portait bonheur. Néanmoins, un de ses enfants, à l'âge de 8 ans, s'est enfui de la surveillance de son précepteur et il a été écrasé par une voiture. Donc McLean, désespéré, a sombré dans l'alcool et ensuite est devenu à moitié fou. Son fils plus âgé, lui-même, s'est suicidé avec des somnifères. Donc, l'ensemble de ces choses, je pense que le diamant n'aura pas porté bonheur en réalité. Dernier propriétaire en date, le célèbre joaillier Harry Winston. Pour conjurer le sort et protéger sa famille, il préfère en faire don à un célèbre musée américain. Depuis, la malédiction du Hope semble en sommeil, mais d'autres joyaux sont encore nombreux à exercer leur étrange pouvoir. Peut-être même se cache-t-il dans votre propre coffre à bijoux. En 2002, La prophétie des ombres sort sur les écrans. L'histoire à tout d'un film fantastique. Situation paranormale, créatures monstrueuses et scénario catastrophe. Aussi étonnant que cela puisse paraître, le film est tiré d'une histoire vraie. En effet, le 15 novembre 1966, à Point Pleasant, une petite ville de Virginie aux États-Unis, un être aux yeux rouges aurait été aperçu aux abords d'une usine désaffectée. Le lieu abritait pendant la Seconde Guerre mondiale une fabrique secrète de munitions. J'ai aperçu une créature d'environ 2 mètres qui était couverte de plumes. On aurait dit un oiseau géant qui ressemblait à un homme. Il se tenait droit, le cou rentré dans les épaules, un peu comme ça. Dans les jours qui suivent, cette silhouette étrange serait de nouveau apparue. Qu'avez-vous vu ? Je ne sais pas. J'ai aperçu quelque chose dans le ciel qui s'est réfugié dans les arbres. Il bougeait un peu, on aurait dit qu'il voulait s'enfuir.
Très vite, la presse se passionne pour l'affaire et baptise la créature le Mossman, en référence au super-héros Batman. Dans les semaines qui suivent, de nouveaux témoignages encore plus terrifiants viennent alimenter la psychose. Des gens affirment avoir été agressés physiquement. Le cas Mossman devient alors une affaire d'État. La garde nationale est venue en renfort. La police patrouillait partout dans la région. Les gens sortaient la nuit avec des torches. On se serait cru à la recherche de Frankenstein. Il ne se passe désormais plus un jour sans qu'on atteste d'une apparition du Mossman. Le pilote Everett Wedge est l'un des hommes les plus respectés de Point Pleasant. Alors qu'il survole en avion l'aérodrome, il aurait été dépassé par le mystérieux volatile. Il était tellement gros qu'il aurait pu m'attraper et m'emporter. Il était vraiment impressionnant. J'ai pas mal d'heures de vol derrière moi et je n'ai jamais vu un tel oiseau. Vous savez, je n'ai peut-être plus 10 sur 10 aux yeux, mais je peux vous assurer qu'à l'époque, c'était le cas. L'affaire Mossman prend soudain une tournure dramatique. Des animaux domestiques disparaissent. Pire, on retrouve du bétail mutilé aux alentours de la ville. Et le 15 décembre 1967, soit 13 mois jour pour jour après la première apparition du Mossman, une tragédie vient mettre fin au phénomène. Le pont suspendu Silver Bridge, qui relie l'Ohio à la Virginie, s'effondre, faisant 46 victimes. Quand le pont s'est écroulé, les gens ont commencé à considérer le Mossman comme un prophète qui était venu avertir de ce qui allait se passer. Depuis la première apparition, 13 mois se sont écoulés, entre le 15 novembre 1966 et le 15 décembre 1967. Et d'après ce qu'a révélé l'enquête, c'est le rivet numéro 13 qui serait à l'origine de l'accident. À quelques jours des fêtes de fin d'année, le Mossman, lui, se serait évaporé. L'oiseau de mauvais augure n'a plus jamais été revu dans le ciel de Virginie. Pour la plupart des gens, un zombie se présente comme ceci. Un cadavre en putréfaction qui, à la nuit tombée, sortirait de sa tombe pour dévorer la cervelle des vivants. Depuis des décennies, les histoires de zombies font frissonner. Michael Jackson en a même fait le héros de son plus célèbre clip. Mais en revanche, ce que peu de gens savent, c'est que les zombies existeraient vraiment. Haïti, un pays où le culte du vaudou est omniprésent. C'est dans cette région des Caraïbes que Wilfrid Dorissant vit avec ses parents, Miguel et Eleanor. C'est aussi dans cette région que Wilfrid Dorissant est mort le 24 février 1988. En effet, selon toute vraisemblance, Wilfrid serait un authentique mort-vivant. Tout a commencé à la fin des années 80. À l'époque, Wilfrid est encore un jeune garçon en parfaite santé, jusqu'au jour où soudainement son état se met à se dégrader, sans raison. Il a commencé par perdre conscience. Puis régulièrement, il a eu des accès de fièvre où il rentrait en transe et secouait la tête dans tous les sens, en hurlant. Après 7 jours d'une terrible fièvre, le 24 février 1988, Wilfrid Dorissant est officiellement déclaré mort. Il est très vite enterré, ses parents sont inconsolables. J'étais dévasté. À ce moment, toute ma vie s'est écroulée. Après cette tragédie, la vie reprend son cours dans le petit village de Lamar où vivait le jeune homme. Et 5 ans plus tard, à la stupéfaction générale, celui qu'on avait enterré serait revenu d'entre les morts. J'étais halluciné. Je l'avais vu mort. J'étais allé à son enterrement. Et là, soudainement, il se tenait devant moi en vie. C'est un vrai miracle. Wilfrid serait réapparu miraculeusement. Pour ses parents, cela ne fait aucun doute. Ce revenant est bien leur fils décédé 5 ans auparavant. Quand il était petit, Wilfrid adorait jouer au football. Mais un jour, lors d'un match à l'école, il s'est cassé le doigt. Quand il est revenu, j'ai vu son doigt. Et c'est là que j'ai su que c'était lui. Problème, le Wilfrid qui est revenu est tellement imprévisible que ses parents ont dû l'attacher. Celui qui est revenu ne ressemble plus à mon fils. C'est une coquille vide, un véritable fantôme.
Pour à peu près tout le monde dans le village, ce changement de comportement porterait un nom, la zombification. En Haïti, c'est une pratique courante du culte vaudou. Un procédé consistant à droguer des personnes avec un poison fabriqué avec le venin de ce poisson crapaud. Ce poisson fait gonfler le corps et le rigidifie, et en même temps, il ralentit les battements du cœur en empoisonnant le sang, au point de donner l'impression qu'il s'est arrêté. Peu de temps après la mise en terre, le sorcier viendrait déterrer le corps de sa victime. À son réveil, le zombie serait dans un état végétatif dû à des lésions cérébrales irréversibles. Le sorcier pourrait alors en faire un esclave docile. Wilfried a-t-il vécu cette effroyable expérience? Est-il réellement devenu un zombie? Ou alors il s'agit peut-être simplement de l'une de ces nombreuses légendes qui alimentent l'histoire d'Haïti.